Alors, on est parti pour l'explication de ce que c'est que le flux d'un champ de vecteurs. Et on ne va pas commencer par le flux du champ magnétique, parce que c'est un flux qui est abstrait. On va commencer par un flux qui a une vraie signification physique. Et pour ça, on va se baser sur un autre champ de vecteurs qu'on a vu en introduction, qui est par exemple le vecteur vitesse du vent ou vitesse d'écoulement d'un fluide. Voilà, comme ça. Et pour comprendre ce que c'est que cette notion de flux, on va supposer que ici je suis dans une zone où il règne un vent uniforme dirigé dans ce sens-là. Voilà, c'est comme si voilà, il y a de l'air comme ça, et donc j'ai du vent qui vient de là-bas, qui vient sur moi, et donc la vitesse de l'air qui va comme ça. Puis pour faire simple, on va supposer que ce vent a une vitesse de 1 mètre par seconde. Voilà, on fait ça. Ensuite, voilà, je ne suis pas dans la salle de cours, j'avais l'habitude de m'aider des carreaux de la fenêtre. Donc là, vous allez faire un peu plus appel à votre imagination. Je vais un peu plus faire appel à votre imagination. On va supposer, donc j'ai mon flux d'air qui est comme ça, hein, qui va à 1 mètre par seconde. Et là, par la pensée, je me découpe un carreau, voilà, une zone carrée, voilà, qui fait 1 mètre de large et 1 mètre de haut. Voilà, donc ça fait un carré comme ça, qui fait 1 mètre par 1 mètre. Ok, donc c'est une surface carrée. Et la question que je me pose, donc, c'est si je multiplie cette surface de 1 mètre carré par les 1 mètre par seconde de vitesse d'air de vent qui y a dans cette pièce, par exemple, eh bien, qu'est-ce que je vais obtenir comme grandeur physique? Voilà, première chose. Je sais pas, oui, je suis pas très à l'aise. J'aurais bien aimé avoir quelque chose qui matérialise ce carreau. Voilà. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas. Ok, donc j'ai 1 mètre, on fera un petit dessin, hein. Mais voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Mettons que déjà, si on raisonne avec les unités, hein, eh bien je vais multiplier, si je fais avec les unités. Hein. Donc la vitesse de l'air, c'est ça, voilà, et ça a pour module de 1 mètre par seconde. Voilà. Ok, si je multiplie ces 1 mètre par seconde par 1 mètre carré, qui est la surface du carreau, eh bien j'obtiens un truc qui en unité va être déjà des mètres cubes par seconde. Des mètres fois des mètres, ça fait des mètres cubes. Alors ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est que voilà, le résultat c'est 1 mètre cube par seconde, et ça, c'est l'unité d'un débit volumique. 1 mètre cube par seconde, c'est un débit volumique, ça veut dire que chaque seconde, il y a 1 mètre cube eh bien, justement, qui franchit une surface, et on va voir, donc je vais vous redessiner, donc ma surface carrée, si je la dessine en coupe, ça fait ça. Voilà. Elle fait 1 mètre de haut. Le vent qui souffle, lui, il a sa vitesse, pour le moment qui est comme ça, qui fait 1 mètre par seconde. La surface, elle fait 1 mètre carré. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que si j'attends 1 seconde, d'accord, eh bien, la particule d'air qui était là, elle avance d'1 mètre. Donc elle fait ça, elle va 1 mètre plus loin. D'accord? Et la particule d'air qui était là, 1 mètre derrière, eh bien, elle va de là à là. Et toutes les particules qui étaient situées dans cette zone-là, je vais faire en vert. Voilà, vous voyez ça. Tout ce qui était là-dedans. Voilà, avec une longueur ici qui fait 1 mètre. Hein. Eh bien, toutes les particules d'air qui sont logées là-dedans, en 1 seconde, elles se déplacent et elles passent de l'autre côté de la surface. La surface, elle ne bouge pas. Hein. C'est une vue d'esprit. Voilà. Et la quantité d'air qui était là-dedans, eh bien, traverse la surface et se retrouve de l'autre côté. Voilà. Et cette quantité d'air, eh bien, c'est quel volume d'air? Eh bien, c'est un volume d'air qui est contenu dans un cube qui fait 1 mètre de côté comme ça, et puis 1 mètre par 1 mètre en profondeur, c'est-à-dire un cube de 1 mètre de côté, c'est-à-dire 1 mètre cube. Donc en fait, quand je fais faire la vitesse fois la surface, ok, la vitesse fois la surface, eh bien, dans ce cas-là, j'obtiens le débit d'air ou de fluide en mètres cubes par seconde. Ok.
Mais ça marche bien. Ça marche bien parce que ma vitesse était perpendiculaire au plan de mon carreau. Voilà. Si l'air, au lieu d'aller dans ce sens-là, il allait du sol au plafond, par exemple. Hein, donc j'efface celui-là. Okay. Et puis cette fois, j'ai de l'air qui va, donc il y a une vitesse comme ça, qui va du sol au plafond. Donc c'est-à-dire que l'air, il a une vitesse qui est comme ça. Et bien cette fois, en fait, les filets d'air ne font que tangenter la surface du carreau. Et là, finalement, j'ai aucune particule d'air qui traverse ma surface. Et donc le débit d'air à travers la surface, cette fois, il vaut 0. D'accord? Donc on va dire, ça c'est bon, mais ça c'est si, en fait, V perpendiculaire à la surface. Ok? Et puis, en fait, si le vecteur vitesse est parallèle à la surface, S, alors le débit d'air, ou le débit de fluide à travers la surface, il vaut 0. Il n'y a rien qui traverse la surface. Ok. Alors maintenant, on va se poser la question de savoir ce qui se passe si jamais on a une vitesse d'air eh bien, qui n'est pas forcément que dans ce sens-là ou que vers le haut, mais qui est en diagonale, voilà, qui monte comme ça en diagonale. Donc je vais vous dessiner ça. Donc bah, voilà, mettons que la vitesse, le vent uniforme ici, il soit comme ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir du débit d'air à travers la surface? Ben oui. Mais on va essayer de déterminer quelle quantité exactement. Voilà. Et pour faire ça, eh bien, on va décomposer le mouvement d'une particule d'air qui irait de là à là en deux mouvements. Un mouvement qui sera un déplacement horizontal, donc pendant une seconde, hein, qui irait de là à là, puis ensuite de là à là, parce qu'il revient au même en fait, hein, au niveau des déplacements. Donc en fait, on aurait pendant une seconde un déplacement comme ça. Voilà. Plus un déplacement comme ça. Donc ça c'est la vitesse. Alors celle-ci, on va l'appeler la vitesse qui est perpendiculaire à la surface, donc je l'appelle comme ça, V perpendiculaire. Et celle-ci, c'est la composante du vecteur vitesse qui est parallèle à la surface, je l'appelle V parallèle. Voilà. Et là, je vais comment dire, calculer le débit d'air, et cette fois, ça va être relativement simple, parce que le débit d'air à travers la surface, il ne dépend que de V perpendiculaire. Quand l'air se déplace dans ce sens-là, ça fait bien du débit à travers la surface. Quand il se déplace dans ce sens-là, ça n'en fait pas du tout. Voilà. Donc en fait, si je veux généraliser la formule, je vais obtenir que le débit, voilà, en mètres cubes par seconde, eh bien, c'est égal en fait à la composante perpendiculaire de ma vitesse, ici, que multiplie la surface. Voilà. Et ça sera vrai, quelle que soit l'orientation de V par rapport à la surface. C'est ça qui est important. Voilà. Et ensuite, on va écrire ça un petit peu mieux mathématiquement. C'est-à-dire, bon, je fais un peu de place, hein, en bas, où vous avez vu, ça on va noter. C'est fait. Et on va trouver une écriture mathématiquement un peu plus sympathique. Et déjà, on va introduire ici cet angle-là, que je vais appeler alpha, voilà, par exemple. Et on sait que pour passer à la longueur de cette flèche, il faut multiplier cette longueur-là par le cosinus de l'angle. Donc à la place de V perpendiculaire, je peux mettre ici V que multiplie cos alpha. C'est pareil. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais avoir une idée un peu bizarre, mais vous allez voir qu'elle est assez pertinente. C'est-à-dire que ma surface plane, qui est ici, qui est un carreau de 1 mètre carré, eh bien, je vais avoir l'idée de la représenter par un vecteur. Voilà, et c'est l'usage, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et cette surface, je vais la représenter par un vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc en fait, je vais la représenter par un vecteur S, comme ça, que je vais faire en bleu. Donc là, c'est bien une direction perpendiculaire à la surface, c'est un vecteur, et dont la longueur de la flèche eh bien, correspond à l'aire de la surface. Donc en l'occurrence, ici, à 1 mètre carré.
Et l'intérêt de faire ça, un des intérêts, c'est que en fait, l'angle alpha, c'est l'angle qu'il y a entre S et V. Donc en fait, dans la formule, je peux écrire que c'est V fois S fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre V et S. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Eh bien, parce que là, normalement, si vous devez reconnaître quelque chose mathématiquement, j'ai le module d'un vecteur que multiplie le module de l'autre vecteur que multiplie le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et bien ça, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire. Et donc voilà une écriture très sympathique et très compacte qui dit que le débit d'un fluide quelconque à travers une surface plane, dans le cas d'une vitesse qui est la même partout, pour tous les points du carreau, là, donc une vitesse uniforme, eh bien, c'est tout simplement le produit scalaire de V et du vecteur surface. Et ce qui est très fort dans cette formule, c'est que ça tient compte de l'orientation de V par rapport à la surface. Voilà, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps, il faut juste avoir une surface plane et une vitesse d'air qui est la même partout, enfin au moins pour tous les points de la surface. Voilà. Et bien ça, c'est ce qu'on va appeler le flux de V à travers la surface plane. Voilà, c'est la notion du flux. Et quand on calcule ce flux donc avec le vecteur vitesse, on obtient le débit d'air. Ou le débit du fluide. Donc, on va l'écrire comme ça. Donc le flux, ça se note avec cette lettre, phi V égale V scalaire S, ça sera la définition. Et dans ce cas-là, ça sera le débit. Voilà. Alors ça, on peut l'encadrer. Bon, mais cette formule, elle est déjà intéressante, elle traite pas mal de cas, mais elle n'est pas absolument générale, puisque, comme je l'ai dit, il faut, pour représenter une surface par un vecteur, il faut que cette surface soit plane. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait le même vecteur vitesse pour toutes les particules d'air qui sont sur le point de franchir la surface en question. En gros, il faut un vent uniforme. Voilà. Eh bien, on va se poser la question maintenant de savoir comment on peut généraliser ça au cas d'une surface quelconque et d'un champ des vitesses quelconque, qui n'est pas forcément uniforme. Alors pour ça, on va effacer un petit peu. Donc ça, je pense qu'on va retenir cette formule. On sait que ça fait de débit. Et maintenant, je vais vous dessiner une surface beaucoup plus quelconque, pas un carreau, de 1 mètre par 1 mètre, mais une surface quelconque. On va mettre un peu noir. Voilà, donc on va dire, je dessine un peu en perspective, une surface qui courbe comme ça. Une espèce de carreau courbé. Ok. Mettons qu'il y ait du vent maintenant, mettons un vent qui pousse comme ça, là. Il faut imaginer que c'est une toile de parapente ou quelque chose comme ça, peu importe. Et eh bien, je veux calculer le débit de l'air à travers cette surface. Alors l'astuce qui va être utilisée, c'est de se ramener à ce cas-là, c'est-à-dire au cas d'une surface plane et d'un vecteur vitesse uniforme. Et pour faire ça, eh bien, on va prendre la surface en question et on va la découper en petits carreaux comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire un petit carreau dedans. Alors je ne l'ai pas fait trop petit, mais on verra que pour que ça soit parfaitement juste, il faudra qu'il soit infiniment petit. Voilà. Et ce petit carreau, je vais, comme il est relativement petit, et qu'il tend vers 0, eh bien on peut considérer qu'il est plan. Et donc on va pouvoir le représenter par un vecteur qui lui est perpendiculaire. Voilà. Ici. Et ce vecteur, comme c'est un petit carreau, on ne va pas l'appeler S, on va l'appeler ds. ds, puisque en mathématiques, ce carreau sera de taille infinitésimale. Il va tendre vers 0. Voilà. Ensuite, à l'endroit de ce petit carreau, ici, eh bien, il va y avoir un vecteur vitesse. Mettons qu'il soit comme ça. Et le carreau est tellement petit que, comme il est infinitésimal, eh bien, la vitesse est la même pour tous les points du carreau. Voilà, on est dans une toute petite région de l'espace. Donc, c'est la même vitesse pour tous les points du petit carreau. Et donc, on se retrouve dans le cas d'une surface plane et d'un vent uniforme. Et dans ce cas-là, on écrira
que le flux élémentaire qu'on va noter dφV à travers ce petit carreau, eh bien, ça sera égal à V scalaire ds. En fait, c'est la même formule, sauf que, voilà, comme ds est infinitésimal, eh bien, ça fait un flux infinitésimal ici. C'est tout. Et ça donnera le débit d'air à travers le petit carreau. Maintenant, si on veut le débit d'air à travers toute la surface, eh bien, on va faire le même calcul pour le petit carreau d'à côté, comme ça. Et puis, celui d'à côté. Et puis, celui d'à côté, comme ça, etc. En fait, on va décomposer la surface en une multitude de petits carreaux. Voilà. Et pour avoir le débit à travers toute la surface, il suffira de sommer les débits à travers chacun des petits carreaux. Et c'est ça qui va nous amener à la formule finale du flux, celle qui marche absolument en toutes circonstances. Et donc là, je reviens sur la formule absolument générale du flux. Eh bien, on va dire que c'est la somme sur tous les petits carreaux. Et comme les carreaux sont infinitésimaux, bien ça va, pour avoir un résultat infiniment juste, eh bien, en fait, on va avoir une somme infinie de termes infiniment petits. Et ça, on a déjà vu que mathématiquement, ça correspond à ce qu'on appelle une intégrale. Donc en fait, ici, je vais mettre un signe intégral. Puis je ne vais pas en mettre qu'un, je vais en mettre deux. Alors je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Et en fait, je vais sommer les dφV, c'est-à-dire les phi scalaires, les v scalaires ds. Voilà. Ok, on va encadrer cette formule. Voilà, et on fait la somme sur la surface qu'on peut appeler S. Voilà. Cette surface, je l'appelle S. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis deux signes intégrales, ou ce qu'on appelle une intégrale double? Eh bien, quand on se balade sur la surface ici, on est dans un espace à deux dimensions. C'est-à-dire que pour se repérer dedans, il faut deux coordonnées. Voilà. Et quand on veut se déplacer comme ça dans un espace à deux dimensions et sommer dessus, eh bien, en fait, on verra mathématiquement qu'il faut faire une intégrale double. Voilà, c'est deux sommes mis bout à bout. Voilà. Donc ça, on va l'encadrer. C'est la formule absolument générale du flux du vecteur vitesse à travers une surface. Voilà. Et dans le cas du vecteur surface, c'est toujours égal au débit en mètres cubes par seconde, pour peu que la vitesse soit en mètres par seconde, et la surface, les vecteurs ds, on les met en mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est le flux du vecteur vitesse. Voilà. Et il a donc une vraie signification physique. Okay. Alors maintenant, on va s'intéresser au flux du champ magnétique. Allez, j'efface ça, j'efface mon petit schéma maintenant, je pense que en tête. Et à votre avis, comment je vais définir le flux du champ magnétique à travers une surface? Eh bien, ça va être exactement la même formule, simplement on va appeler ça phi b. Voilà. Et on va simplement, on va faire pareil, l'intégrale double sur la surface en question, non plus de v scalaire ds, mais de b scalaire ds. Okay. Voilà. Et ce flux, en fait, il est assez abstrait, c'est-à-dire que, a priori, il ne correspond pas forcément au débit d'un fluide, mais on va voir que c'est comme si. C'est-à-dire, il correspond, moi je mets égal, mais en fait, il correspond au débit d'un fluide imaginaire. Voilà, c'est comme le débit d'un fluide imaginaire incompressible. Le fluide qui est incompressible. Voilà, donc ça c'est le flux du champ magnétique. Et vous pouvez considérer ça comme le débit d'un fluide imaginaire incompressible, dont B serait la vitesse d'écoulement. Voilà, on peut le voir comme ça. Alors j'ai mis incompressible. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ce incompressible? Eh bien, on va se poser, il va falloir qu'on se pose un peu la question. Alors avant de parler de, finalement, un fluide incompressible, ici, je peux le faire pareil avec un fluide incompressible, avec le vecteur vitesse. Le fluide incompressible le plus connu, c'est l'eau. Voilà, on va prendre de l'eau. Hein. Et l'eau, bon, est-ce que c'est vraiment incompressible? Pas tout à fait, on arrive un peu à comprimer de l'eau. Enfin,
enfin à réduire le volume d'une quantité d'eau, mais dans des proportions infimes. Donc voilà, en première approximation, on considère que c'est incompressible. Voilà. Et bon, vous avez tous fait l'expérience, je pense. Vous mettez de l'eau dans une seringue, puis vous bouchez le bout de la seringue, vous appuyez sur le piston et vous voyez que vous n'arrivez pas à réduire le volume de l'eau qui est contenue dans la seringue. Voilà. Forcément, si vous voulez faire avancer le piston, il faut laisser que de l'eau s'échapper. Voilà. Donc ça veut dire ça, incompressible. Ce qui ne serait pas le cas avec de l'air. Si vous mettez de l'air dans votre seringue, vous pouvez boucher au bout et vous pouvez comprimer l'air, c'est-à-dire réduire le volume de l'air qui est à l'intérieur de la seringue. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les moteurs à explosion avec les pistons qui remontent dans les cylindres. Voilà. Bon, avec de l'eau, ça ne marche pas. Donc l'eau, c'est finalement le champ magnétique, voilà, qui est ici. Il ressemble en fait au champ des vitesses d'un écoulement d'eau. Voilà, on peut le dire comme ça. Mathématiquement, il réagit de la même manière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va se poser comme question maintenant? Eh bien, supposons qu'on ait un écoulement d'eau. Donc là, il va y avoir du vent, si vous voulez, qui circule. En fait, on est sous l'eau, là, et dans le lit d'une rivière. Voilà, si vous voulez, voilà, on a des bouteilles de plongée, si vous voulez. Et en fait, on a de l'eau qui coule comme ça devant nous. Et on va se poser la question de savoir quel va être le flux du vecteur vitesse de cet écoulement à travers ce qu'on va appeler une surface fermée. Alors c'est quoi une surface fermée? Eh bien, une surface fermée, c'est une surface qui délimite un volume. C'est-à-dire, on pourra dire après, il y a l'intérieur de la surface et il y a l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme surface fermée? Vous prenez un ballon de foot, voilà, un ballon de foot, il y a l'extérieur du ballon et l'intérieur. Donc une sphère, c'est une surface fermée. On pourrait prendre un ballon de rugby, qui a une forme un peu plus compliquée, voilà, ou même une forme quelconque, une pomme de terre par exemple. La surface d'une pomme de terre, c'est une surface fermée. Voilà. Ok, donc en fait, je vais effacer. Tant pis, oui, c'est pas grave, je reviendrai dessus après. Donc je vais matérialiser cette surface fermée. Donc par exemple, je vais la dessiner comme ça. Alors, cette surface fermée, c'est une vue d'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, elle est comme ça, et puis elle est dans un flux d'eau, c'est-à-dire que là, il y a de l'eau qui coule, et qui a une certaine vitesse. Hein. Voilà. Et cette surface, en fait, elle n'est pas étanche du tout. Hein. C'est une vue d'esprit, mais en fait, l'eau peut traverser. Hein, voilà, l'eau traverse, elle rentre dedans comme ça, et puis elle ressort par là, voilà, etc. Voilà. Okay. Donc en fait, dans cette surface fermée, il va y avoir un débit entrant, mettons ici par la gauche, et un débit sortant par la droite. Okay. Et la question qu'on va se poser, qu'est-ce que ça va donner si on calcule le flux du vecteur vitesse sur cette surface fermée? Alors, okay. Alors on va dire S, on va l'appeler S cette surface, mais comme c'est une surface fermée, sur les deux intégrales, on met un rond comme ça, et puis des V scalaires ds. Okay. Alors quand on va calculer le flux à travers une surface fermée, il y a une convention qui consiste à décomposer cette surface en petits éléments ds, hein, et d'orienter les vecteurs ds vers l'extérieur. Alors on fait tout le temps comme ça. C'est une convention. Voilà, et donc on décompose toute la surface en petits carreaux. Hein. Par exemple, vous pouvez imaginer que cette surface, c'est un grillage, voilà, un grillage qui est refermé sur lui-même, comme ça, donc il délimite une surface fermée, mais l'eau passe à travers les mailles du grillage, hein, tranquillement. Par contre, à travers chaque maille du grillage, on va avoir un petit débit, hein, qui va s'exprimer, qui sera égal à V scalaire ds. Voilà, donc par exemple ici, si j'ai, on va le faire là, pas moi sur celui-là, j'ai un ds, voilà, j'ai un vecteur V ici. Okay. Bon, là, quand on va faire V scalaire ds, en fait, comme V et ds sont dans le même sens, on va trouver un résultat positif, hein, en faisant le produit scalaire. Voilà. Et ça va vous indiquer que, en fait, un débit sortant va être compté positivement. Voilà. Alors que si on fait la même chose ici, par exemple, donc je mets un ds là. Vous voyez ici, le ds et le vecteur vitesse, ils sont dans des sens contraires.
Voilà. Et donc quand je vais faire V scalaire ds, ici, eh bien, je vais trouver un résultat négatif. Alors qu'il y a bien un débit qui traverse la surface, mais quand il rentre dans la surface fermée, eh bien, il sera compté négativement. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, pardon. Là, je ne voulais pas que j'ai donné le résultat. On va ménager un peu le suspense quand même. Qu'est-ce que ça vaut donc la somme des V scalaires ds? Voilà. Eh bien, en fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que la quantité d'eau qui est contenue à l'intérieur de la surface fermée, comme l'eau est un fluide incompressible, eh bien, cette quantité d'eau, elle va être toujours la même. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas augmenter, elle ne peut pas diminuer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque seconde ou à chaque instant, eh bien, toute l'eau qui rentre par un côté est égale à la quantité d'eau qui sort par l'autre côté. Voilà. Autrement dit, tout le flux entrant, d'accord, par un côté, est égal au flux sortant. Les deux flux sont égaux, mais comme les flux entrants sont comptés avec un signe négatif et les flux sortants avec un signe positif, eh bien, le flux total, qui va être donc le entrant moins le sortant moins le entrant, eh bien ça fera tout le temps 0. Voilà. Donc le fait que l'eau soit un fluide incompressible, eh bien ça entraîne que le flux du vecteur vitesse de son écoulement à travers une surface fermée, quelle que soit cette surface fermée, eh bien ça vaut toujours 0. Voilà. Et ça c'est une propriété des fluides incompressibles. Voilà. En gros, on peut résumer ça, c'est une espèce de super loi des nœuds. En gros, tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, mais cette fois, c'est pas comme la loi des nœuds en électricité où le courant est contraint de circuler dans des fils. Hein. Là, en fait, on est dans l'espace, et tout ce qui rentre dans la surface fermée, à tout moment, est égal à tout ce qui sort. Autrement dit, si on compte négativement ce qui rentre et positivement ce qui sort, eh bien la somme de tout le flux autour de la surface fermée, ça vaut 0. Alors figurez-vous que en fait, le champ magnétique B, il a cette propriété-là. C'est pour ça qu'on parle de débit d'un fluide imaginaire incompressible. C'est-à-dire ce qui est vrai pour l'eau, d'accord, eh bien c'est vrai aussi pour le flux du champ magnétique. Quel que soit S une surface fermée, le flux à travers S du champ magnétique, c'est toujours égal à 0. Voilà. Et ça, c'est quel que soit S. Alors en mathématiques, quel que soit S, je ne sais pas trop là. On écrit quel que soit S surface fermée. Ça sera comme ça. Voilà, propriété très importante du flux du champ magnétique. On aura l'occasion d'en reparler. Pour la petite histoire, dans ces notions de flux, alors, de flux à travers une surface fermée qui est toujours égal à 0, ça peut se dire de trois manières différentes. On peut dire que B ou V, dans ce cas-là, est un champ à flux conservatif. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Et une autre façon d'écrire ça, vous ne le savez pas trop, mais c'est d'écrire que, eh bien, le divergent du champ magnétique est toujours égal à 0. Voilà. Le tout ce qui entre égal à tout ce qui sort. Si on le fait sur une surface fermée de dimension qui a tendance à tendre vers 0, eh bien, on obtient très rapidement que le divergent de B est égal à 0. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une des équations de Maxwell. Voilà. Donc cette propriété de flux de champ conservatif, de champ à flux conservatif, pardon, eh bien, c'est contenu dans cette équation de Maxwell. Et quand on a un écoulement de fluide incompressible tel que l'eau, eh bien, on pourra toujours écrire que le divergent de l'écoulement d'eau, il vaut 0 en tout point de l'espace. Voilà. Ça revient au même. C'est complètement analogue. Ok. Alors je vous ai dit pas mal de choses sur le flux. Voilà. Si je fais un petit résumé, hein, donc le flux du champ magnétique est conservatif. Ça se calcule comme ça, mais ça c'est la formule générale hein, qu'on utilisera dans les cas un peu compliqués où S n'est pas une surface plane ou dans le cas où B n'est pas un champ uniforme. Voilà. Par contre, quand on aura surface plane et champ uniforme, on ne fera pas l'intégrale, on se contentera de la formule toute simple que je vais réécrire ici, même si ça change un peu le tableau. Si B uniforme et S plane, on écrira phi B égale tout simplement B scalaire S.
la version simplifiée. Okay. Allez, ben, je vais faire une petite coupure. Parce qu'après, on va reprendre le cours de notre exercice et s'intéresser donc au flux du champ magnétique qu'on a calculé ici, hein, à travers une surface qu'on va hachurer, qu'on va montrer un peu mieux. Voilà. Allez, je fais une petite coupure vidéo.